Bon, alors, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui le thème c'est l'automobile et la transition énergétique. J'ai mis un sous-titre qui s'appelle quelle motorisation choisir et quels sont les paramètres à étudier. Il se passe beaucoup de choses dans l'automobile en ce moment et dans tout ce qui est transition énergétique. Et aujourd'hui, que ce soit les clients à titre particulier comme les entreprises, sont souvent perdus. Et j'ai énormément de questions à titre pro ou à titre personnel, des gens qui me demandent des conseils et j'ai pas mal d'entreprises ou des organismes qui m'ont demandé de faire des interventions, donc ça fait déjà plusieurs fois que je la fais. Vous allez voir, je l'appuie sur quelques exemples qui sont bâtis sur notre marque automobile DS, mais j'ai rien à vendre ce soir, c'est plus pour imager tout ce que je montre là et peut-être montrer et répéter avec d'autres marques de voitures que DS. Alors, jusqu'à maintenant... Jusqu'à maintenant, tout ce qui était norme environnementale dans l'automobile, ça se limitait surtout à un contrôle des émissions polluantes. C'est ce qu'on appelle les émissions de CO2. On se concentrait surtout là-dessus, il n'y avait pas d'autres thèmes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Ça se complique. On a déjà l'année dernière, enfin même il y a 2 ans, les vignettes qui ont commencé, alors qui existaient avant, mais personne ne le savait, personne ne les avait. Maintenant, pour aller dans un certain nombre de régions comme à Paris, elles sont obligatoires. Et elles commencent déjà à classifier les véhicules. Donc on a été habitué déjà depuis 2-3 ans à faire attention autorisation et à commencer à renseigner. Et les vignettes critères. Ça c'est encore, donc voilà, critères 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça permet dans certaines villes d'entrer ou de ne pas entrer, mais ça va se durcir. Les évolutions législatives, donc il y en a plusieurs. Il y en a une très importante que les médias parlent peu, qui s'appelle la loi L'Homme, qui date de 2019. On en parlait peu, on va en parler beaucoup à partir de cette année parce que les normes se durcissent. L'État impose pour les grandes entreprises et puis tout ce qui est collectivité locale des taux de présence dans le parc de véhicules avec des faibles émissions polluantes. Donc là, on est en 2022, c'est 10% des véhicules qui doivent être à faible émission. En 20% en 2024, 35% en 2027, 50% en 2030. Donc on voit que tout ça s'aggrave de façon directe. Et puis on a l'interdiction de la vente de ces véhicules thermiques à partir de 2040, aussi bien pour les véhicules particuliers que les véhicules sociétés. Donc cette loi L'Homme, les mairies commencent à vraiment s'y intéresser. On a beaucoup d'appels sur le sujet. On a aussi des fiscalités incitatives. Donc on a par exemple sur les cartes grises, c'est le cas de la région dans laquelle on est, qui vont faire la carte grise gratuite pour les véhicules électriques et 50% sur les véhicules hybrides rechargeables. On a la TVA qui est récupérable à 100% sur les véhicules électriques, enfin sur la partie électrique, alors qu'on est à 80% sur l'essence ou le gasoil. On va avoir des exonérations sur la TVS, qui est une taxe sur les véhicules particuliers, auxquels sont assujetties toutes les entreprises, qui peut coûter très cher. Donc elle est à 0 sur les véhicules électriques, par exemple. Et puis on a aussi tout ce qui est amortissement, où les batteries peuvent être sur des montants et des durées d'amortissement beaucoup plus courtes, ce qui peut être intéressant pour les entreprises. Et là, les experts comptables normalement doivent pouvoir aider et conseiller. Et on peut séparer du coup sur la facture le véhicule de la batterie, même si on ne vend qu'un seul de façon administrative, on sépare les deux pour permettre cette récupération. Et l'amortissement. Un petit exemple, vous voyez, ici, je l'ai mis sur des véhicules en 100% électrique ou en hybride rechargeable. Et ben, par exemple, on va amortir sur un véhicule essence, on va être sur 9 900 € ici, mais on va passer après avec des montants où on va isoler. À chaque fois, on va pouvoir distinguer au client qu'est-ce qui va être le véhicule, qu'est-ce qui va être la batterie. Donc là, j'ai mis quelques exemples, je ne vais pas les détailler. Avec un schéma, c'est plus simple et c'est plus facile. Si on prend une DS3 Crossback chez nous, qui est le petit modèle de chez DS, en thermique, on va amortir jusqu'à 10 300 € sur un véhicule particulier. Alors que sur un véhicule, le même véhicule mais en électrique, on va pouvoir amortir non seulement un montant plus élevé, mais surtout la partie de la batterie à 15 600 qui elle va pouvoir s'amortir de façon plus courte et différente du véhicule. Pareil, si on fait sur une DS7, qui est le gros modèle de chez DS, entre une thermique, toujours les 18 300 €, qui sont la base
pour un véhicule particulier maximum qu'on peut amortir. On va passer sur le véhicule en thermique, en hybride rechargeable. On va pouvoir là isoler les 6060 € de la batterie, donc pouvoir amortir beaucoup plus sur le véhicule. On va avoir aussi des grosses incitations sur les bonus écologiques. Donc ça, c'était les chiffres du deuxième semestre 2021, mais l'État les a prolongés sur le premier semestre 2022. On va voir que, par exemple, un véhicule électrique, pour un particulier, suivant les prix du véhicule, l'État n'a pas fait les choses simples, il a fait des grilles en fonction du prix du véhicule, ça aurait été trop simple. Si le véhicule fait plus de 60 000 €, il n'y a rien, mais dès l'instant, on est sur des tranches en dessous de 45 000 €. C'est le véhicule remisé avec option. On va pouvoir, pour un particulier, avoir 6 000 € de bonus, et puis pour une entreprise 4 000 €. Si on est sur la tranche 45-60 000, on va avoir des montants de 2 000 € pour les deux. Donc c'est pas négligeable. On va avoir pareil sur les véhicules hybrides rechargeables, du moment qu'ils ont une autonomie supérieure à 50 km, donc ça élimine tous les tout petits hybrides dits non rechargeables, qui sont pas du tout éligibles à ces bonus-là, qui sont plus de l'écologie pour faire bien, mais qui n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes au niveau du bonus ou de tout ce qui est TVS qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on va être sur des montants beaucoup plus faibles, de 1 000 €. On a la TVS, on a vu tout à l'heure, il y a deux composantes. On va pouvoir avoir sur les électriques du 0 et puis une partie beaucoup plus faible sur les hybrides rechargeables. Petite idée, parce qu'on me pose souvent la question. Alors là, ce soir dans la présentation, je ne fais pas une présentation pro-électrique ou pro-hybride rechargeable. Il faut avoir en tête que nous, aussi bien constructeurs que concessionnaires, on vend de tout et on n'a pas plus d'intérêt à vendre l'un ou l'autre. On a des contraintes, mais on n'a pas plus d'intérêt. Donc même si je parle beaucoup d'électrique et d'hybride, c'est parce que c'est ça que aujourd'hui c'est là que les gens posent des questions. Diesel et l'essence, ils posent pas trop de questions, ils connaissent. Voilà. Une petite idée de qu'est-ce que vaut un coût de la recharge, vous avez une idée? Un plein sur une voiture électrique? 10,50 € pour 50 km, non? 2 €, le plein complet. Le plein complet. Ah, plein. Alors sur une DS3 Crossback Intense, chez nous qui est le véhicule électrique, la petite DS3, on a une batterie de 50 kWh, une recharge complète grosso modo va coûter 7,50 € le plein. D'accord? Avec ça on va faire 350 km. Ou moins suivant les circonstances. On a des paramètres qui influent beaucoup sur la consommation électrique. Ça fait environ 2,50 € pour 100 km. On a tous des repères. Une voiture thermique, si elle consomme, je sais pas, 6 litres et que le plein, il est à, aujourd'hui, l'euro. À 1,50 €, à 50. Voilà. Moi, j'étais à 10 € pour 100 km en essence. Ça fait à peu près 4 fois moins cher. Sur une petite voiture. Ouais. Après, si on recharge à la maison la nuit, on va pouvoir descendre plus bas que ça. D'accord? Là, c'est des prix moyens qui sont donnés. Sur un véhicule hybride rechargeable qui va avoir, comme la DS7, on a une batterie de 13,2 kWh. Et là, la recharge complète va être de 2 €. Là, on ne recharge que pour 53-54 km. Et là, on est sur du 3,50 € pour 100 km. En électrique. Aujourd'hui, la grosse différence qu'il faut avoir dans une approche quand on veut choisir un véhicule, alors aussi bien à titre professionnel que particulier, les professionnels sont plus habitués à ces raisonnements-là. On va travailler avec ce que les professionnels appellent de plus en plus, utilisent de plus en plus, ce qu'on appelle le TCO, Total Cost Ownership, voilà. Coût total de possession. En fait, aujourd'hui, quand on achète une voiture, on a tendance à dire, celle-là, elle vaut 20 000, celle-là, elle vaut 30 000. Voilà, la comparaison, elle est faite. Si on fait cette comparatif-là, une voiture électrique ou hybride rechargeable étant nettement plus chère qu'un véhicule thermique, essence ou diesel, le raisonnement, il faut aller beaucoup plus loin et en fait mettre toutes les composantes du coût. Donc c'est ce qu'on appelle le TCO. Il va être composé de façon quasi exhaustive, là, ce qu'on a là, on ne lisait pas de loin, mais le loyer de la voiture, si on loue la voiture, on va pouvoir comparer entre deux voitures. Les taxes, on a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui vont intervenir. Une carte grise à 0, ça va faire une économie. La TVS en moins, ça va faire une économie, etc. Le carburant et les énergies, on a vu que ça consomme moins et que le coût de cette énergie-là actuellement en France est moins cher. C'est pas le cas partout en Europe, il faut savoir qu'en France, il y a un gros différentiel de coût. On va avoir l'amortissement, on a vu tout de suite que entre les batteries, on pouvait avoir un amortissement plus favorable. On va avoir éventuellement des règles d'avantage en nature. On va avoir surtout l'entretien. Il faut savoir que l'entretien d'un véhicule électrique est très 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 inférieur à l'entretien thermique. Il faut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a parfois des gens qui disent il n'y a pas d'entretien. Si, il y a l'entretien. Mais une révision, il n'y a pas d'huile à rajouter, il n'y a pas tout un tas de contrôles, c'est beaucoup plus simplifié. Il va y avoir, au bout d'une certaine durée, des contrôles à faire sur une décharge, recharge complète, mais on est sur des choses minimalistes. Donc un entretien qui coûte moins cher,
on use un peu de pneus, parce qu'on a tendance à utiliser la puissance qui est facilement disponible. Par contre, à l'inverse, on n'a pas de friction, donc pas de disque de frein, pas de plaquettes. Enfin, quand je dis très très peu, pourquoi ? Parce qu'on décélère, et la batterie se recharge et vous décélère très très fortement le véhicule, donc du coup, c'est des économies très très fortes. On a des gens qui font des 60-70 000 km sans toucher aux plaquettes, sans rien. Et puis le dernier, c'était les abonnements. Ça peut être éventuellement, si on veut avoir des cartes d'abonnement pour charger autre, ça va être un coût supplémentaire. Vraiment, on va tout mettre dans ça fait le coût des batteries et sur le renouvellement des batteries éventuellement. Alors aujourd'hui, par exemple, chez nous, les batteries vont être garanties 8 ans et 160 000 km et avec une charge assurée de 80%. Alors c'est un critère important que tous les constructeurs ne donnent pas, mais nous on va donner en fin de ces 8 ans un certificat qui va garantir à la personne, parce que vous savez tous, sur un portable par exemple, la batterie au bout d'un moment elle va se recharger de moins en moins et l'autonomie, nous on va garantir au bout des 8 ans 80% encore de la capacité de la batterie. Là c'est un petit schéma mais c'est très visuel, mais c'est intéressant de montrer en fait entre un véhicule essence ici, la DS3 en essence, et puis le même véhicule en électrique, on a des couleurs. On va avoir en fait à chaque fois le loyer en gris. Vous voyez que donc on départ avec une voiture qui est beaucoup plus chère, un loyer plus cher. Mais quand on commence à rajouter tout ce qu'on vient de voir du TCO, c'est très visuel, d'accord. Vous voyez avec les couleurs, on peut se retrouver avec un TCO qui est moins cher. Mais ça veut dire qu'il faut se projeter dans le temps. C'est sur une durée combien ça Alors là, c'est un comparatif qui est fait. Celui-là, il est sur 36 mois, 40 000. 36 mois. Alors c'est pas des chiffres bidouillés, c'est des chiffres réels qui peuvent se vérifier. Alors suivant, ça va pas toujours être vrai, parce qu'il y a des cas où on va se rapprocher, on va pas être en dessous. Là, celui qu'ils ont fait, en 36 mois, 40 000, on voit que c'est très favorable à l'électrique, à condition de se positionner vraiment dans le temps. Quelqu'un qui veut juste regarder mon prix, ma voiture m'a remise, voilà. Si on prend pas le temps de lui montrer ça, et qu'il veut pas s'asseoir à écouter... et au-delà de 36 mois, j'imagine que le phénomène s'accentue. Alors, ça dépend du kilométrage, encore une fois, mais il y a des chances qui s'accentuent. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au raisonnement qu'on a tous spontanément, de se dire électrique, c'est que pour les gens qui roulent très peu, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, plus vous allez rouler, plus vous allez en fait, cette partie-là qui est fixe, va être compensée par des parties variables très très fortes. Donc en fait, plus vous allez rouler, plus l'économie qu'on a vue tout à l'heure, par exemple de la recharge de la batterie, par rapport à des pleins d'essence ou diesel, va être colossal. Donc plus vous allez rouler, quelqu'un qui va faire 200 km par jour et qui a une solution de recharge chez lui ou à l'entreprise, c'est lui qui va catapulter ces chiffres-là. D'accord. Alors qu'on pourrait se dire c'est fait pour les gens qui ont des tout petits trajets. Non, ceux qui ont des petits trajets, ils amortissent moins bien, enfin ils vont moins faire cette économie-là. Le petit trajet, c'est plus lié à la capacité. C'est ce que j'allais dire, Alors en fait, je l'ai pas mis dans la présentation là, mais nous on a nos vendeurs sont formés avec des systèmes de formation en fait qui incluent dès le départ ce qu'on appelle l'électrocompatibilité. Donc en fait, on va poser 3 questions aux gens. Je vais essayer de le faire dans l'ordre parce que je suis pas vendeur, mais ça va être quel est votre usage personnel ou professionnel, quel est votre type de trajet. Bien évidemment, quelqu'un qui fait tous les jours 200 km en autoroute, celui-là, très vite, il n'est pas électrocompatible. À l'inverse, celui qui va vous dire je fais 30 km, 40 km tous les jours, domicile-travail, lui, il va être dans le truc idéal, par exemple. Et la troisième question, c'est avez-vous une possibilité de recharger au domicile, au travail, ou dans un parking public, ou une borne près de chez vous, ou près du travail. Ça aussi, c'est un élément important. C'est plus facile. Alors, à un moment, on s'est dit, c'est que pour les villes. Non, paradoxalement, même si aujourd'hui, il y a une loi qui oblige dans les résidences collectives à ne pas empêcher les gens qui veulent mettre des bornes à ce qui est quelque chose qui permet d'installer une borne dans un parking souterrain, par exemple, de résidence. C'est quand même plus facile dans une résidence secondaire, une résidence à la campagne, une maison individuelle, de mettre une borne. Donc voilà les 3 questions. Donc en fait, si on n'a pas les bonnes réponses à ces 3 questions-là, on n'est pas électrocompatible. Au contraire, on l'est. Et là, il faut se pencher sur ce schéma-là en se disant est-ce que c'est pour moi. Alors pourquoi 200 km par jour, c'est pas électrocompatible? Si, non, il y a 200 km à condition d'avoir une solution de recharge à la maison. Voilà. Mais celui qui fait 200 km par jour, qui peut brancher à la maison, tous les soirs, il rentre chez lui, il branche, ça prend 4 secondes, il branche. Lui, tous les jours, il va recharger, et alors lui, il va économiser, mais des sommes énormes. La chance, si c'est un trajet domicile-travail, il a peut-être la possibilité de se recharger sur le lieu de travail s'il est dans une grosse société. Il y a des sociétés qui commencent déjà à mettre à disposition des bornes. Là, c'est le même calcul, alors il est moins flagrant entre une DS7 essence et une DS7 hybride rechargeable.
Pareil, là, c'est du 36 mois, 90 000 km, donc un peu plus de kilomètres. C'est un petit peu moins flagrant. Souvent, si on est sur des véhicules électriques et hybrides rechargeables, on va avoir des services en plus. Nous, par exemple, on en met 2 à disposition qui sont intéressants. Un premier qui est gratuit, je l'ai sur mon téléphone, qui va consister à pouvoir voir sur mon téléphone où en est ma batterie sur la voiture, à distance pouvoir déclencher quelque chose qui intéresse beaucoup les clients, l'hiver pouvoir déclencher le chauffage et l'été pouvoir déclencher la clim. On peut le programmer sur son téléphone au jour, à l'heure qu'on veut. En ce moment, tous les matins, je roule en électrique, tous les matins, la voiture, 7h30, elle est chaude. Je dégivre pas, je monte, c'est très agréable. Ça enlève combien de pourcentage? Pardon? Ça enlève combien de pourcentage? Parce que je sais que c'est le plus gros souci. Alors c'est un des soucis de l'électrique aujourd'hui, c'est que on a 2 phénomènes. On a un premier phénomène qui est l'électrochimie, c'est que dès l'instant où l'environnement est froid, une batterie, pour donner la pleine mesure, elle a besoin d'un environnement, on va pas dire chaud mais tiède. Alors, le mieux c'est entre 5 et 25 degrés. Là, on n'a pas trop de variations, c'est l'autonomie normale. Dès l'instant où on va commencer à être dans du très froid, sans même parler de mettre le chauffage, même sans mettre le chauffage, déjà votre autonomie, vous allez perdre 10 à 20%, si vous commencez à dire je recharge. Donc, typiquement, l'application dont je parle de chauffer le matin, si vous êtes chez vous, tous les soirs, vous branchez votre voiture, ça va pas vous prendre d'autonomie, vu que vous allez être branché sur le secteur, au fur et à mesure, la batterie va se recharger. Et ça se ressent surtout si le véhicule est dehors. Voilà, s'il est dehors, il est dans le froid, vous rechargez, vous allez perdre, moi j'ai pas regardé le matin, mais ça me fait perdre dans les 10-15 km d'autonomie à peu près quand je roule dans la voiture, je vois que j'ai perdu quand même 10-15 km. Après il y a une sécurité, en dessous de 40%, il va plus chauffer ou mettre la clim, il va vous préserver, il va se dire tiens, il a peut-être oublié autre, il va préserver l'autonomie, et il va pas déclencher par exemple. Donc ça, après chaque marque a ses arbitrages ou autres, mais vous voyez qu'en termes de marketing ou d'usage, on fait un peu ce qu'on veut. C'est intéressant. Donc, téléphone, on peut voir où on est la batterie, on peut déclencher ce genre de choses à distance. Après, on a une deuxième application qui est payante, même si parfois il y a des promotions, c'est offert. Le deuxième type d'application, il permet de suivre sur sa voiture là où on est garé, quelles sont les bornes disponibles. On a une carte qui va être ouverte à tout un tas de réseaux publics et privés. Donc, quelles sont les bornes autour, quel est le prix de ces bornes-là. Une application très intéressante, vous allez mettre le point de départ, le point d'arrivée, vous allez dire je pars, alors lui c'est déjà que votre voiture est rechargée à 80%, donc il va partir de ça, mais si vous pouvez régler le curseur, dire si je pars, je la recharge cette nuit, je pars à 100% demain matin, je vais aller à Deauville, il va vous optimiser votre parcours. Et vous dire voilà. Alors ce qu'il faut surtout pas faire, c'est comme ça que les gens raisonnent, parce qu'on raisonne habitué à nos voitures thermiques. C'est je pars, je fais mes 300 km, 350 km d'autonomie, j'attends le dernier moment et là je recharge. Non, parce qu'en fait les 20 derniers pourcents, quelles que soient les marques, c'est un peu toujours pareil, sont les plus durs à recharger, parce qu'en fait vous n'avez pas une énorme batterie. En fait aujourd'hui des petits modules qui sont un petit peu plus petits qu'une boîte de chaussures, qui sont branchés les uns aux autres, et en fait je vais faire une image, mais l'électricité elle est poussée, et en fait à la fin c'est le plus dur de bien remplir les derniers pourcentages. Donc en fait ces logiciels là vous optimisent, vous disent tiens tu vas faire 150 km jusque là t'as une recharge avec un gros système à 22 kW, 50 kW, 100 kW avec des énormes trucs. Là tu vas recharger, tu vas remettre 200 km en 10 minutes, tu vas prendre ton café, ton machin, ta cigarette, hop tu repars. Donc en fait le parcours va être optimisé comme ça, et non pas dire je vide jusqu'au bout comme on fait avec un véhicule thermique. Et puis donc, ces logiciels-là vous aident à le faire. Si en cours de route vous rechargez 30 km avant parce que vous êtes allé déjeuner et puis il y avait une borne, il va recalculer aussitôt. Voilà ce type d'application. On peut faire ça, mais c'est pratique. La première elle est simple et gratuite, la deuxième est payante. Vous allez retrouver ça chez pas mal de constructeurs. Voilà, c'était l'explication, voilà ce que je viens d'expliquer là. Alors conclusion. J'ai mis 4 éléments. Le premier, il faut faire un choix rationnel. Aujourd'hui, beaucoup trop de gens sont influencés par les médias et les politiques qui racontent tout et n'importe quoi. Il faut vraiment faire un choix rationnel. Quel est votre usage ? J'ai parlé tout à l'heure des trois questions d'électrocompatibilité.
quelle installation possible, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire demain, et puis raisonner TCO, j'ai dit tout à l'heure, surtout pas raisonner le prix de vente, sinon vous arrêtez tout de suite et vous creusez pas le sujet. Le deuxième élément qui peut se rajouter, la politique RH. Une entreprise peut dire, moi pour telle et telle raison, je veux que les collaborateurs roulent en électrique ou en hybride rechargeable. Et puis aussi, on peut parler d'image de marque. Aujourd'hui, on a des entreprises de nettoyage, par exemple, qui nous questionnent beaucoup en disant, moi pour l'image, j'aimerais bien rouler en électrique, ou carrément des entreprises d'électricité. On a déjà plusieurs qui nous ont acheté des électriques pour cette raison. Attention à l'influence des pouvoirs politiques, la réglementation européenne, la réglementation du pays, la réglementation des villes. Alors, réglementation européenne, on a une norme qui s'appelle la norme café, alors qui n'a rien à voir avec le café, c'est une abréviation américaine, Careful, je sais pas quoi, machin truc, voilà, qui est en fait une norme américaine qui existe depuis une quarantaine d'années, qui est en vigueur en Europe depuis plusieurs années, mais avec des normes qui n'intéressaient personne parce que c'était très hautes, qui se sont radicalisées en 2021. Chaque constructeur a un nombre de grammes de CO2 maximum, avec une formule complexe, mais à atteindre, qui est liée à la masse des voitures moyennes et avec un écart type. Bon, je vous la fais simple, mais suivant si une voiture pèse lourd ou pas lourd et suivant quel gramme de CO2 elle consomme, chaque constructeur, donc nous le groupe PSA, maintenant Stellantis, avait un objectif de 95 grammes, et chaque gramme c'était des milliards d'euros de pénalité, donc il y a un certain nombre de constructeurs l'année dernière qui ont payé, dont Volkswagen, des milliards parce qu'ils n'étaient pas au chiffre. Donc ça, c'est une pression énorme et chaque année, le chiffre va baisser de façon, quand je dis draconienne, c'est draconienne. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'automobile que c'est pas les modes, les constructeurs, les distributeurs qui vont pousser à ce que les gens achètent tel ou tel véhicule. Non, c'est l'Europe qui a fixé les normes. Et ces normes-là, pour y arriver, de toute façon, on n'y arrivera pas autrement. Il faut tous vous mettre ça dans la tête, dans les années qui viennent. En électrique, de façon passagère avec des hybrides rechargeables, et puis demain avec des piles à combustible. Alors je dis piles à combustible et pas piles à hydrogène parce qu'il n'y a pas que l'hydrogène, il y a d'autres technologies qui sont étudiées. Et les piles à combustible vont surtout être pour sauver les gros rouleurs, parce que les gros rouleurs avec les batteries, ça va pas être simple. Donc tout ça va se mettre en place dans les années qui viennent, et si vous regardez la télé depuis un an, vous devez vous dire mais c'est pas possible, il n'y a pas une pub automobile, vous avez vu, qui n'est pas sur de l'électrique ou l'hybride, c'est pour mettre dans la tête des gens, et parce que les constructeurs, s'ils ne le font pas, s'ils ne vendent pas assez d'électrique et d'hybride, ils ne peuvent pas respecter leurs objectifs de gravage, c'est impossible avec les essences et les diesels. Donc, en plus, il y a des bonus pour l'électrique, ça compte double dans le calcul, et il y a 0 g de CO2 électrique. Et donc forcément, les constructeurs deviennent moins rentables s'ils ne vendent pas de voitures électriques et qu'ils continuent à vendre que des voitures à essence. Alors, il peut y avoir des pénalités à payer. En même temps, on dit qu'à fabriquer, c'est sans doute beaucoup plus simple. Aujourd'hui, une voiture électrique coûte plus cher à produire parce que les batteries sont pas maîtrisées en Europe, viennent de Chine. Elles sont encore sur des quantités pas suffisantes, mais tout ça va exploser. Et la courbe va sans doute s'inverser, c'est-à-dire que les voitures électriques, dans 2-3 ans, moi je suis pas constructeur, j'ai pas les chiffres précis, mais on sait que dans 2-3 ans, le coût va être inférieur au coût d'une voiture thermique à produire. Alors, c'est l'inverse aujourd'hui. Tout ça va s'inverser assez vite. Oui, parce que moi je comprenais pas pourquoi il y avait une telle différence de prix entre les voitures électriques. Alors oui, la batterie, mais parce que pour l'instant, ça fait quand même une dizaine d'années que. Alors il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène, certains constructeurs ont choisi d'avoir des véhicules qui sont que électriques. On va prendre le leader du marché qui est la Zoé de Renault, c'est une voiture qui n'est que en électrique. Donc du coup, avec des diffusions, je sais pas, ils vont en vendre 50 000 par an, alors qu'une Clio, ils vont en vendre 200 000 par an. Donc c'est pas les mêmes on rentabilise pas de la même façon parce que les séries sont moindres. Le deuxième phénomène, c'est le coût des batteries, qui est encore très cher et fabriqué à l'étranger. Mais tout ça va sans doute se réverser parce qu'à l'inverse, faire le montage d'une voiture électrique, ça va beaucoup plus vite, et beaucoup moins de choses. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et il y a des projets de fabriquer des batteries en France ? Oui, aujourd'hui, le groupe Stellantis a déjà annoncé deux usines en France et une en Allemagne. Celle qui est en Bretagne est avec un joint venture avec deux autres sociétés. Elle va ouvrir fin d'année, je crois. C'est imminent. L'État français a investi énormément dans l'hydrogène aujourd'hui. Alors l'État français aujourd'hui pilote des projets de recherche pour essayer d'aller vite. Les constructeurs aussi essaient d'aller vite. Chacun essaie d'être le plus rapide que l'autre. Aujourd'hui, il y a déjà des voitures qui roulent, mais pour l'instant à des prix exorbitants. Et puis pour des kilométrages énormes pour rentabiliser. Mais il y a déjà des flottes de taxis sur Paris qui sont avec des piles d'hydrogène. Alors moi j'avais une petite question dans le choix.
on a vu qu'il pouvait y avoir un avantage avec la TVA. Et donc ma question, c'est est-ce que c'est plus rentable d'acheter une voiture électrique si on est un particulier ou si c'est une entreprise qui fait cet achat? Alors particulier, on va retomber toujours en fait dans le TCO. Je peux pas répondre en une fois comme ça. Un particulier comme une entreprise peut avoir avantage ou ne pas avoir avantage. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment avoir un raisonnement très rationnel. C'est pour moi, c'est pas pour moi. Pas d'a priori en se disant c'est pas pour moi. Comme je disais tout à l'heure, les gens, il y en a qui disent je fais 200 km par jour, c'est pas pour moi. Ben si, t'as une maison, t'as un truc, tu peux mettre une borne. J'ai mis une borne à la maison, 1000 euros. Hein. C'est pas, et je récupère 300 euros d'impôts, donc ça va me coûter 700 euros cette année, déduire des impôts. 700 euros la borne, je vais la rentabiliser en très peu de temps. J'ai mise à la maison, je peux faire tout ce que je veux avec. C'est pour ça que je dis, il faut surtout pas se dire c'est pas pour moi, ou à l'inverse, se dire je vais faire, alors qu'en fait, quand on fait calcul, non, c'est pas pour toi. Faut avoir aucun a priori et se dire est-ce que moi c'est essence, est-ce que c'est diesel, est-ce que c'est hybride rechargeable, est-ce que c'est électrique. Il faut suivant l'usage, et une entreprise peut aussi se dire je vais mettre une flotte à disposition, c'est ce que font certains, où en fait je vais mettre 3 véhicules électriques à disposition, et ils vont servir pour les gens qui ont les petits trajets, mais quand ils ont les longs, ils prennent. Donc il y a aussi des logiciels de gestion de flotte. En professionnel, ça va être accentué quand même par la fiscalité qui change quand même beaucoup plus. La fiscalité influe plus. C'est à ça que je pensais quand on parlait de privé. Oui, voilà, mais un particulier peut aussi faire le calcul du TCO. Alors lui, il va avoir un peu moins la notion d'amortissement, on va pas la mettre, mais il va avoir d'autres. À l'inverse, il va coûter pas cher. Sa borne va lui coûter pas cher parce que 1000 euros moins 300 euros que donne l'État aux particuliers. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter à acheter des boîtes. Il y a des choses qui existent, des outils en ligne peut-être pour calculer le TCO. Alors nous, on a nos propres outils, d'accord, parce qu'on le fait pour nos véhicules à nous. Voilà. Après, sur Internet, vous pouvez trouver des logiciels, enfin des applis gratuites qui comparent tout ça. Alors j'étais sur les pouvoirs politiques qui ont une grosse influence, donc j'ai parlé de l'Europe. Après, j'ai parlé des pays. Chaque pays, d'abord, a une politique par rapport à l'électricité qui peut être différente. Aujourd'hui, le pays qui est le plus avancé dans les véhicules électriques, c'est la Norvège. Il faut savoir que plus de la moitié des voitures achetées en Norvège, déjà depuis un moment, sont électriques. Alors, on peut se dire, mais pourquoi la Norvège ? Alors que la Norvège est le premier producteur de gaz et de pétrole en Europe. Donc, c'est l'inverse. En fait, ils se servent de l'argent que rapporte le pétrole et le gaz pour sponsoriser de façon très forte les véhicules électriques déjà depuis très longtemps. C'est pas eux, ils n'ont pas attendu là dans le café, ça fait déjà un moment. Après, on peut se dire, alors là-dedans, je rentre pas dans le débat politique, mais il faut avoir en tête que faire des véhicules électriques en Allemagne ou en Pologne, quand 80% d'électricité est faite avec du charbon, à un moment, il faut prendre du recul et se dire, voilà, moi je fais pas de politique là-dedans, mais juste, il faut s'interpeller, se dire, donc chaque pays peut avoir une politique. On a des pays où l'électricité est très très chère, c'est pas le cas de la France, où le calcul qu'on a vu tout à l'heure, il va pas nécessairement être très équilibré. Mais en même temps, ils vont pas avoir le choix parce que la norme, elle est européenne. Et puis j'ai mis après les réglementations de ville. Donc là, deux grands phénomènes aujourd'hui. Le premier, pour les villes, ça va être ce qu'on appelle les ZFE. Donc ça a été créé il y a quelques années, il y en a 12 villes actuellement. On va retrouver les plus grandes villes en France, en gros, dans les ZFE. Donc où en fait les centres-villes vont être interdits aux véhicules qui ne sont pas électriques ou hybrides rechargeables. Un hybride non rechargeable, ça vaut 0, il ne rentrera pas en ville, d'accord. Donc tous ceux qui achètent ça en disant je pourrais aller là, terminé, ils n'iront pas dans les centres-villes. Donc en fait, on a déjà, nous, sur nos véhicules, une petite diode bleue. La norme n'est pas encore sortie, mais on pense que ça va être bleu. En fait, où avoir un hybride rechargeable, c'est bien, mais si vous avez plus d'électricité, vous n'allez pas pouvoir tricher. Si vous avez que de l'essence, votre diode va pas s'allumer, vous n'allez pas être en électrique, l'agent va vous verbaliser, ou si c'est des radars, comme il y a à Londres ou autres, qui vont regarder. Voilà. Et pour jauger la capacité du véhicule. Voilà. Si vous n'avez pas la diode, c'est que vous n'êtes pas avec un véhicule électrique ou un hybride rechargeable qui roule à l'électricité. En même temps, dans les hybrides rechargeables, nous, les nôtres, on a un bouton pour pouvoir justement, avec l'essence au dernier moment, pouvoir très vite recharger, se remettre 10 km ou 20 km pour être sûr quand on arrive aux usines. Non, c'est ça, du thermique pour recharger. Voilà. Alors c'est pas fait pour faire tout le temps parce que ça consomme. Bah oui. C'est pas, voilà, mais pour sauver la mise, voilà, vous allez à Paris, vous roulez en essence, à la fin, vous savez que vos 10 derniers kilomètres, vous allez au centre de Paris, vous voulez être sûr, vous allez appuyer sur le bouton, dire je veux que mes 10 derniers kilomètres, et lui, il va optimiser pour toujours vous garder vos 10 derniers kilomètres. La deuxième réglementation pour les villes, ou les collectivités locales, c'est ce que vient de faire par exemple, alors je sais plus si c'est le Grand Paris ou c'est l'Île-de-France, qui vient de déclarer pour les entreprises des sommes énormes, on parle de 4 à 10 000 euros, pour aider là aussi
à prendre des hybrides rechargeables ou des électriques. Et en plus, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sur le véhicule utilitaire, il y a des bonus. J'ai montré que les véhicules particuliers, mais en ce moment, qui montent jusqu'à 10 000 €. Donc, les sommes peuvent être conséquentes. Mais parce qu'en fait, tous les centres-villes, le dernier kilomètre va se faire, le camion qui vient Amazon ou autre livrant en centre-ville. Demain, c'est terminé. Il va y avoir des hangars tout autour des villes, des plateformes. Et en fait, les derniers kilomètres seront en électrique. Les gens n'ont pas le choix. Et orientation des constructeurs, les constructeurs ne font que suivre l'élan, avec ce qu'on appelle les LEV. LEV, c'est aussi bien les électriques que les hybrides rechargeables. Le quatrième élément de la conclusion, c'était suivre l'évolution rapide et permanente. Les normes européennes, donc la norme café, et puis on a aussi une autre norme dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle la Euro 6, 7. Alors là, on a la Euro 6, Euro 6.2b en ce moment, Euro 7 qui démarre. L'Europe aussi impose depuis des années, tous les moteurs chaque année doivent consommer de moins en moins et polluer de moins en moins. Donc là aussi, les moteurs sans arrêt, il faut gratter. Alors ça se fait par tout un tas d'évolutions technologiques sur les moteurs eux-mêmes, mais aussi sur toute la voiture. On enlève des fonctions qui coûtent cher en poids. Donc aujourd'hui, ils cherchent dans tous les sens tout ce qui peut être économisé en poids, et parfois au dépend de certaines applications, certains équipements qui peuvent faire aller les clients, mais tout ça c'est pour aller gratter. Et en fait nous ça devient compliqué pour nous parce que quasiment tous les mois nos tarifs changent, nos brochures changent, enfin il n'y a plus rien qui est stable, parce qu'ils viennent de gagner 2 grammes, donc la carte grise baisse, donc le CO2 baisse, les TVS et machin, donc sans arrêt. Aujourd'hui c'est compliqué. Et puis la fiscalité locale, nationale, les technologies, tout ça évolue. Enfin, on n'a jamais eu... ça a plus bougé en 2 ans que ça va bouger en 30 ou 40 ans l'automobile. Donc tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, dans 2 ans, je refais peut-être une présentation complètement... la moitié de ce que j'aurais dit sera faux. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers un phénomène inéluctable, et là, qui aujourd'hui est... Et puis il y a même aujourd'hui des marques qui annoncent plus vite que l'Europe, mais ça c'est plus pour faire du marketing, l'arrêt des moteurs thermiques, vous entendez, plus ça va, plus la marque DS par exemple a annoncé, il n'y a plus un seul nouveau véhicule qui va sortir qui ne sera pas ou hybride ou thermique. Et on commence nous à nous supprimer de la gamme certains moteurs thermiques. Hier on nous annonçait que le berlingot chez Citroën, plus de moteur thermique. Du jour au lendemain on nous annonce ça, quoi. On n'est pas au courant, et ça va de plus en plus. Voilà.